Donc ce matin, pour le Soliflare, je vous emmène hors de nos frontières. On quitte carrément l'Europe et on va vers un objet que j'aime particulièrement et que je présente souvent au musée du Quai Branly, qui est celui-ci. Hop. Voilà, le masque de l'esprit de la Lune. Alors, avant de vous expliquer exactement à quoi sert ce masque, il s'agit d'abord de le décrire. Donc, c'est un masque en bois qui est constitué pour la partie centrale de 3 panneaux et le panneau central représente un visage un petit peu étrange que nous décoderons évidemment. En dessous de ce visage se trouve un animal. Le tout est bordé de 8 éléments qui ressemblent à des mains. 4 plumes, mais je peux déjà vous dire qu'il en manque 3, car l'objet a été monté et démonté à plusieurs reprises, et une tige dont nous reparlerons bien sûr. Alors cet objet se trouve dans les collections du musée du Quai Branly. Il a été acquis en 2006 et il provient d'une population qu'on appelle les Yupik. Alors, le terme de la population, c'est bien Yupik, mais c'est le singulier, et quand on parle des hommes et des femmes de cette population, on dit les Yupik. Je l'ai écrit un peu plus loin. Le voici ici sous un autre angle, un peu surexposé d'ailleurs. Et voici la zone qui nous intéresse. Donc, la population Yupik, en fait, c'est une langue, appartient au peuple qu'on appelle les Inuits. Et on le trouve principalement, vous le voyez ici, en Alaska. Alors, ce n'est pas l'unique endroit où on le trouve, on va le trouver aussi un petit peu ici, et en Sibérie continentale, ici même. Alors, je précise d'abord un élément de langage. On dit bien pour ces populations les Inuits, on ne dit plus les Esquimaux. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, Esquimaux est un terme inuit qui a été utilisé par les Occidentaux pour identifier les membres de cette communauté, sachant que Inuit signifie les hommes, avec un grand H, tandis que Esquimaux signifie ceux qui mangent de la chair crue. Donc, ils n'aiment pas particulièrement être nommés comme ça. Donc, rendons-leur leur nom, ils s'appellent les Inuits. Parmi les Inuits, donc, la culture Yupik occupe, vous le voyez, le cercle arctique, en fait, la zone de l'Alaska qui se trouve dans le cercle arctique. Et voilà les types de vêtements traditionnels des Yupik, dont vous voyez l'orthographe ici même. Alors là, c'est une photo du début du XXe siècle. Évidemment que le vêtement s'est modernisé, mais on voit déjà des éléments caractéristiques, ou plutôt on voit les éléments caractéristiques, c'est-à-dire l'utilisation de la peau ici d'ours pour faire le vêtement. On peut utiliser aussi les intestins de phoque qui vont donner un vêtement imperméable qu'on appelle un anorak. C'est de là que vient le nom. Mais on va utiliser beaucoup un animal qui est justement le phoque. Je vous précise que les Yupik croient en l'existence des esprits, c'est un peuple animiste, et ils ont donc, pour communiquer avec les esprits, pour tout simplement soigner les maux, un chaman, alors c'est le terme générique, chaman, ici sur le texte, vous voyez que c'est marqué Esquimau. Alors évidemment, je vous l'ai dit, on ne l'utilise plus. Medicine man, homme médecine. On utilise en général plutôt le terme de chaman, qui est un terme générique. Et pour ces chamans Yupik ou Yupik, eh bien, on utilise le terme d'Angalkok. Donc, c'est lui qui, ici, porte le vêtement traditionnel et surtout un masque, et vous le voyez, des fausses mains, qui représentent l'esprit qu'il revêt à ce moment-là. Je ne sais pas exactement duquel il s'agit ici, mais vous le voyez, le but est d'exorciser en fait des esprits mauvais du corps de cet enfant. La société inuit et Yupik repose sur une saisonnalité qui est très importante, avec un semi-nomadisme, même s'il a tendance à se diminuer maintenant. Et pendant la période hivernale, eh bien, les hommes
et les enfants de sexe masculin vont se réunir dans cette grande maison qui est semi-enterrée, qui est en bois, hein, vous le voyez, qu'on appelle le casse-geek, dans lequel vont avoir lieu notamment les festivals d'hiver, durant lesquels on va, alors ici vous voyez une réunion, hein, dans le casse-geek, uniquement les hommes, hein, j'insiste là-dessus, je ne vais pas entrer dans cet aspect-là de la culture, mais je vous le signale tout de même. Et pendant l'hiver, eh bien, on va apprendre les techniques de chasse, les techniques de survie. On va aussi se raconter les histoires des ancêtres, évidemment, et on va profiter de ce moment pour réaliser donc les festivals d'hiver, durant lesquels, en fait, on va réunir des masques qui sont plus ou moins amusants, plus ou moins grotesques. L'idée, c'est de rire ensemble, hein, évidemment, pour passer l'hiver. Cependant, si on revient à ce masque-là, alors ce masque de l'esprit de la lune s'appelle ainsi parce que vous voyez 7 éléments qui renvoient à une entité qu'on appelle l'homme de la lune. En vérité, il renvoie aussi déjà à la croyance suivant laquelle on peut quitter son corps et se réincarner ou même prendre possession du corps d'un autre. Je vais vous montrer l'objet en question. Alors, le masque de l'homme de la lune ou de l'esprit de la lune est revêtu et porté au cours d'une cérémonie spécifique, en général par pair, par des Angalkuk, qui vont avoir pour fonction d'entrer en communication avec l'esprit de l'animal que l'on chasse. Ici, vous voyez que cet homme de la lune a un faciès un petit peu anthropozoomorphe, avec des narines qui sont très étalées, qui renvoie vraisemblablement au phoque. Alors, c'est de manière assez imagée, évidemment, parce que ce masque sert à demander à l'esprit du phoque de garantir une bonne chasse. Pour dire les choses concrètement, la veille d'une partie de chasse, l'Angalkuk va porter ce masque, puis porter évidemment des vêtements, et il va entrer en communication par la transe avec l'esprit du phoque. S'il fait bien son travail, il va garantir à l'esprit du phoque qu'en échange d'une chasse abondante, eh bien, justement, on ne tuera pas plus d'animaux que nécessaire. Vous voyez, donne-nous suffisamment à manger. En échange, on ne va pas tuer plus de phoques que nécessaire. C'est pour maintenir cet équilibre. Il est donc indispensable à l'Angalkuk de disposer d'un point d'entrée vers le monde des esprits. Or, précisément, vous voyez qu'autour des panneaux se trouve cette tige qui représente la voûte céleste, le monde des esprits. Vous voyez qu'il y a ici 3 liens. Alors évidemment, ils ont pour fonction de tenir cette tige, mais en vérité, ces liens, ce sont les portes d'entrée vers le monde des esprits. Les étoiles sont indiquées par les plumes que vous voyez là, dont je vous disais qu'il en manque 3 parce que malheureusement, elles ont été perdues au fur et à mesure des différents voyages, démontage et remontage du masque. Bien. Donc, lorsque l'Angalkuk porte ce masque, il utilise cette passerelle pour aller dans le monde des esprits et communiquer directement avec l'esprit du phoque. Cependant, le chasseur a besoin de différents éléments. Il lui faut un aide, il s'agit de cet animal, ici, qui est en fait un canidé. Alors, je vous le montre, et l'image est mauvaise, je suis désolée, mais je vous le montre parce qu'on a vraiment du mal à le reconnaître. Quand je présente ce masque à des enfants au musée, ils me disent toujours que c'est un hippopotame. Alors oui, ça y ressemble beaucoup, pas trop pour la dentition, mais il n'y a pas d'hippopotame évidemment dans le cercle arctique. Donc non, c'est en fait simplement un chien. C'est l'esprit allié en quelque sorte de l'Angalkuk. C'est celui qui va le mener dans le monde des esprits vers le bon endroit et qui va lui permettre de revenir. Par ailleurs, vous remarquerez que cette tige est équipée de 5 cercles. Les cercles représentent les différents niveaux de la nature avec le monde souterrain, le monde des vivants, le monde des esprits. Mais ils représentent aussi autre chose. Ces petits cercles, comme ça, ces petits disques, ce sont en fait des représentations des bulles d'oxygène, des bulles d'air,
qui émerge ou que l'on voit à la surface de l'eau et qui indique que le phoque ne va pas tarder à sortir la tête. C'est donc en fait l'élément qui indique au chasseur que c'est là qu'il doit se tenir pour pouvoir chasser, tuer le phoque qu'il va ensuite manger. Donc vous avez plusieurs assistants ici et vous avez surtout cet ensemble de 8 éléments qui ressemblent, comme je vous le disais, à des mains. Alors les enfants nous disent souvent que ce sont des fourchettes. Oui, en fait ce sont des mains, mais à 4 doigts. En vérité, de 4 doigts, vous voyez qu'on a la base, la racine en fait du pouce qui est indiquée sur chacun d'entre eux. Mais on a coupé le pouce parce que ces mains, donc ces 4 paires de mains, ce sont les mains de l'esprit qui est dans le masque. Si l'esprit a 4 paires de mains, ça veut dire qu'il est très puissant. La difficulté quand on travaille avec les esprits, c'est qu'il faut utiliser leur puissance, mais il ne faut pas être pris par eux, ne pas être saisi, retenu par eux. Or, si un esprit a 8 paires de mains, il peut vous attraper et avec ses pouces opposables, il va vous garder, il va vous retenir. Si vous coupez simplement les pouces de l'esprit, il ne pourra plus vous tenir. Avec ses 4 doigts, sans le pouce opposable, il ne peut plus vous saisir et vous retenir. Donc, il garde sa puissance, mais pas son potentiel nuisible en vous retenant. On a en quelque sorte mutilé l'esprit qui est dans le masque, de manière à s'en faire un allié uniquement, et non pas un élément potentiellement dangereux. Donc ça, c'est vraiment primordial. Ce masque date du début du XXe siècle et il est entré dans le musée, je vous le disais, par achat. Hein, c'est un grand collectionneur du Nord américain qui l'a vendu avec 2 autres masques qui sont présentés aussi au musée. Les Yup'ik croient encore à ces esprits et pratiquent toujours évidemment les rituels chamaniques de guérison et pour favoriser la chasse, bien évidemment, même si le style de vie a progressivement changé. Donc voilà, je voulais vous emmener vers ce lieu, vers ce masque que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup parler de ce masque, notamment aux enfants. Je trouve qu'il émerveille beaucoup et il apporte beaucoup de choses. Il permet aussi de comprendre en partie ce qu'est le chamanisme, c'est-à-dire cette volonté de mettre d'accord, d'équilibrer finalement les forces entre les forces vivantes et les forces surnaturelles pour garantir un bon équilibre au sein de la société. Pour la suite des événements, Aurélie vous présente Chagall jeudi soir. Cette fois-ci, c'est jeudi soir à 20h30. C'est le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson. Quant à moi, je vous retrouverai pour visiter le Palais de Compiègne, si vous le souhaitez, le 11 avril à 10h30. Et Aurélie se chargera de vous présenter le prochain Soliflare le 13 avril à 11h. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais simplement arrêter l'enregistrement.